Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arekwa, bonjour. Amis téléspectateurs internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland Tonekes, on démarre par Dynamisme Info. Ce matin, 3 partis probablement pour aligner des candidats à la présidentielle vers un scrutin à un seul tour en 2026. Bon, je crois que si les trois formations politiques qui sont en mesure de parrainer des candidatures pour les présidentielles de 2026 en arriver à proposer des candidatures, on aura 3 candidats. Si on a 3 candidats, il n'est pas évident que ce soit un scrutin à un seul tour seulement. Si les deux formations politiques de la mouvance présidentielle en arrivaient à s'entendre pour nous proposer un duo de candidatures, alors là, on se retrouverait dans une situation où il y aura un scrutin à un seul tour, parce qu'en fait, celui qui l'aurait emporté, déjà, quelle qu'en soit la marge de la différence, devient président de la... En tout cas, le duo deviendrait président et vice-président de la République. Sauf que là, il y a un problème pour la mouvance en place. Je ne pense pas que la mouvance oserait prendre un tel risque, parce que prendre un tel risque en ayant un duo de candidature pour les deux formations politiques. À tout miser sur un seul duo, c'est ça? Sachant très bien que le pouvoir en place est désavoué plus ou moins, et ça peut changer d'ici 2026. Mais si en l'état, avec tout ce que nous observons, ça doit aller comme ça, il se peut, je ne dis pas que c'est... Je ne fais pas un sondage, je n'ai pas un institut de sondage pour le moment, mais il se peut qu'ils perdent les commandes et que ce soit celui qui est de l'opposition qui gagne. Donc, le pouvoir en place étant, en tout cas, les leaders du pouvoir en place étant intelligents, je suis sûr qu'ils proposeront certainement un duo de candidature pour le parti de un pour le BR, et puis le parti des démocrates qui proposera aussi son duo de candidature. Donc, dans ce cas de figure, dès lors que nous aurons peut-être BR premier, démocrate premier, UP deuxième, le BR va s'aligner derrière l'Union Processus de Renouveau pour porter, sachant qu'on fait une addition, pour autant, ce n'est pas... la réalité des chiffres sur le terrain mais malheureusement, ça l'emporte. Et donc, si les démocrates en arrivent à être premiers, que l'autre est deuxième, il se peut que les autres rejoignent l'Union Processus de Renouveau qui serait deuxième. Maintenant, dans le cas où l'Union Processus est premier et que les démocrates seraient deuxième, on assisterait certainement à un match amical, sauf si les démocrates, en ce moment précis, décidaient alors de se joindre au BR qui était deuxième. Et ça va être aussi un problème. Maintenant, si malheureusement le premier, deuxième était un opposant, en tout cas une opposition et une mouvance, soyez sûr que la mouvance plus ou moins va l'emporter, parce que ça serait à leur actif de s'arranger maintenant pour reprendre le pouvoir, et recommander et contrôler encore l'action publique. Donc, dans une certaine mesure, je ne pense pas que le gouvernement, en tout cas le pouvoir en place, oserait prendre un tel risque. Un seul duo de candidats comme pour la présidentielle de 2026. Ça va être assez risqué. Bon, maintenant, il y a les stratégies sur les politiques sur lesquelles on compte, il y a un certain nombre de choses qu'on compte, il y a un certain nombre de leviers qu'on contrôle dans une certaine mesure. Donc, cette situation peut amener à oser, parce qu'on se dit qu'en face, il n'y a pas... Si on a toutes les assurances qu'il faut, si on prend justement, toutes les mesures qu'il faut. Oui, quand il parle d'assurance, vous parlez d'assurance, moi je parle de stratégie politique à mettre en place pour contourner ou tribler les uns les autres. Si le pouvoir en place devait compter sur ça, il se peut que oui, qu'ils prennent ce risque. Mais moi je pense que ce risque pourrait être fatal pour le pouvoir en place. Et donc voilà. Maintenant, si dans le cas où ils vont présenter vraiment un duo de candidature pour les deux formations politiques, on n'aura qu'un scrutin à un tour, et je crois que c'est là que le Dynamisme Info a raison d'évoquer la question. En tout cas, 3 partis donc probablement pour aligner des candidats à la présidentielle, c'est ce qu'écrit Dynamisme Info ce matin, vers un scrutin à un seul tour en 2026, j'ai envie de dire wait and see. Avec Dynamisme Info, on poursuit toujours ce matin. Les démocrates portent flambeau de l'opposition à la prochaine présidentielle, donc on continue de parler de la présidentielle de 2026. L'occasion pour les contradicteurs de la rupture de sceller l'union. Justement, on parlait de candidature, donc pour la présidentielle de 2026, il doit y en avoir pour les démocrates. Cela se peut-il sans justement l'union de toutes ces forces de l'opposition aujourd'hui? Oui, le problème
fondamentale qui se pose ici, est-ce que les opposants arriveront véritablement à s'entendre pour s'aligner derrière une seule candidature? Éric Ndete, qui étant le premier vice-président du Parti des démocrates, est-ce qu'il pourra avoir l'adhésion du Parti Mouvement populaire de libération? Est-ce qu'il y aura... Vous pensez que ce sera probablement lui, le candidat de... Non, c'est une manière de parler pour dire, si entre-temps il était porté candidat de sa formation politique. Bon. Donc, est-ce que le candidat du Parti des démocrates aura l'adhésion de MPL, de Espérance Tébé, de MPL? Est-ce qu'il aura l'adhésion de Antoine Guédou? Est-ce qu'il aura l'adhésion de, comment vous appelez, NFN? Est-ce qu'il aura l'adhésion de Paul Rompouet? Sachant aussi la guerre entre la FCBE et le Parti des démocrates. Et sachant aussi qu'il y a dans cette opposition certaines formations politiques qui n'ont pas une position assez tranchée, qui ont un pied de l'autre côté, un pied de l'autre côté, que j'appelle en griffe les faire valoir dans cette mesure. Est-ce qu'à un moment donné, ils feront l'effort de se surpasser de ce titre de fait valoir que moi je leur reconnais dans une certaine mesure pour véritablement s'aligner derrière? Est-ce qu'ils feront l'effort de vous faire mentir? Voilà, et donc c'est véritablement mon inquiétude. Et donc aujourd'hui, c'est la crainte que peut-être au niveau de l'opposition les gens peuvent avoir pour se dire, est-ce que fondamentalement celui qui sera porté candidat du Parti des démocrates, parce qu'en l'état aujourd'hui, il se fait que seuls les démocrates ont réussi en tout cas à avoir 28 députés et qui sont ont la possibilité de parrainer une candidature. Et au-delà de ça, il faut, parce que c'est vrai qu'on a beau dire que c'est les candidats, les élus qui parrainent les candidats, mais les vrais électeurs, ce ne sont pas les députés, ce n'est pas, c'est les citoyens à la base. Et quand je prends et fais une lecture de la situation de janvier 2023, notamment parlant des élections législatives, nous avons un taux de participation de 37%. Sur 6 millions d'électeurs, seuls 2 500 000 électeurs étaient aux urnes. Donc, il y a une marge pratiquement de 4 millions en l'air qui attend peut-être que l'on aille les convaincre dans une certaine mesure. Et alors, ces personnes-là sont-elles acquises à la cause du pouvoir en place de la mouvance ou bien de l'opposition? C'est là que ça va se jouer. Donc, au-delà du parrainage qu'on veut encadrer dans une certaine mesure, je pense sincèrement que le vrai jeu va se jouer aussi sur le terrain. Aller convaincre ce que j'appelle en fait les nouveaux votants, les néo-votants, parce que en griffe, il y a des jeunes qui, entre 2021 et 2024 ou 2026, auront 18 ans et qui n'ont jamais voté. Il faut convaincre ces jeunes. Il y a ceux-là qui ont fait abstention, les 4 millions qui ont fait abstention en 2023. Il faut aller les convaincre dans une certaine mesure. Il se peut que d'ici 2026, qu'on ait peut-être 7 millions de personnes inscrites pour voter, ou bien 8 millions, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aller convaincre ces citoyens sur le terrain? C'est le souci c'est ce qui doit être le souci des démocrates aujourd'hui. Et puis de la mouvance, évidemment, parce que s'ils ont envie de continuer à avoir le pouvoir, à contrôler la gestion du pays dans une certaine mesure, il leur revient aussi d'aller convaincre les indécis qui, à un moment donné, n'ont pas voulu leur accorder le suffrage et qui, à un moment donné, ont refusé d'aller aux urnes, d'aller voter parce qu'ils sont déçus dans une certaine mesure. Donc, l'un dans l'autre, la balle se trouve, en tout cas, c'est sur le terrain. Ce n'est pas entre élus à l'Assemblée nationale, ce n'est pas entre les maires qui doivent parrainer, mais c'est dans le discours, c'est dans la proposition de projet. Parce que vous imaginez, moi, je suis assez scandalisé de voir que nous parlons de 2026, nous parlons de présidentielle, mais jusqu'à là où nous parlons, c'est vrai que le pouvoir en place parlera de continuité dans une certaine mesure, quoique au niveau de la mouvance aussi également, il y a peut-être quelques signaux de défection dans une certaine mesure. On va gérer ça. Mais du côté de l'opposition, qu'est-ce que nous commençons par proposer aux citoyens? Quel est le langage que nous avons? Au-delà de ce que nous disons, l'opposition dit « je suis contre la révision de la Constitution », au-delà de ce que l'opposition dit « je ne suis pas d'accord avec ce code électoral », est-ce que fondamentalement l'opposition propose une alternative crédible en disant « voilà si nous venons, voilà ce que nous allons faire ». Le débat commence ici et maintenant, ce n'est pas en 2025 qu'il faut commencer par faire le débat. Et déjà, préparer les citoyens à avoir une idée de ce qu'eux veulent proposer, ce qu'ils veulent faire. Au-delà de tout, parce que vous allez voir que l'opposition prend un sujet, ça devient un sujet de débat, on en parle abondamment, et puis après, dès lors que le gouvernement en place prend des mesures pour régler ce problème, il n'y a plus de sujet à l'ordre du jour, on reste là, on tâtonne, après on attaque encore notre sujet. Ça ne marchera pas. Il va falloir que les uns les autres trouvent des arguments, commencer par aller vers les citoyens, évoquer des sujets assez intéressants
qui engage la vie au quotidien hein, des Béninois, citoyens, des c'est très populations. important. Allez, en parlant du code électoral toujours, c'est vrai que vous le disiez, hein, il y a des recours. Enfin, le Parti Les Démocrates a déposé un certain nombre de recours. Il y a également, je pense, un collectif de 5 juristes qui a déposé un recours contre le dit code électoral. Mais l'événement du jour, écrit ce matin, après le vote du nouveau code électoral, les partis ont encore 2 ans pour s'enraciner. Oui, le problème, c'est que oui, le code électoral, il y a ceux qui sont d'accord et disent que c'est le meilleur code qu'on a pu avoir. Il y a ceux qui ont aussi leur avis et qui estiment Contraire. Pardon? Qui ont Il y a leur ceux avis qui ont contraire voilà, également. l'avis contraire. Et moi, je pense que dans une certaine mesure, dans la pratique de ce code, on verra les limites. On pourra les prouver, mais justement. Le problème, c'est que moi, ce que je continue de dire, s'il y a des problèmes qu'il faut corriger, là, maintenant, il faut le faire. Autant le faire en même temps. Plutôt que de dire que tout est bon, tout est rose, et qu'on se retrouve dans une situation en 2026 où on doit pouvoir retourner à l'Assemblée nationale pour aller voter une loi interprétative, ou à un moment donné, qu'on soit encore dans une situation où, avant 2031, qu'on ne commence pas à courir pour dire qu'il faut réviser le code électoral. Je pense, et j'insiste là-dessus, une fois encore, je le dis, il faut régler les problèmes ici et maintenant pour l'avenir, au-delà de 2026. Cette manière de se focaliser uniquement sur 2026 où on règle les problèmes, on encadre pour dire que voilà, ça justifie. Je pense que ce n'est pas bien. Il faut véritablement voter, avoir un code pour l'avenir, pour une longue durée. Sachant que nous votons un code, nous adoptons un code, c'est que ça va être valable pour 2026, ça va être valable pour 2031, ça va être valable pour 2036. Et puis, même si on doit modifier des choses, que ce soit peut-être des petites choses, pas qu'on aille encore dans les débats de qui va parrainer, qui va faire ci, combien de jours il faut préparer, combien de jours il faut, avant les élections, il faut déposer des candidatures. Il faut qu'on dépasse ça là. Parce qu'on veut régler un problème, on fait ça, mais après. Et je le dis toujours, moi je crois et je le dis à ceux qui peut-être, oui, pensent que à tout avis contraire peut-être par rapport à ce code est de l'opposition ou je ne sais quoi, je voudrais peut-être leur rappeler que les forts aujourd'hui peuvent se retrouver en position de faiblesse. Absolument. Et ça peut s'appliquer à eux. Et quand ça va s'appliquer à eux, qui va les défendre? Je pense qu'il faut bien faire les choses aujourd'hui pour que demain, quand ceux-là qui sont forts aujourd'hui, quand ils se retrouveront dans la situation de faiblesse, qu'il y ait des gens aussi pour prendre faire cause pour eux, pour les défendre. Autant mieux le faire comme ça plutôt que de penser que oui, bon, après tout le monde doit parler le même langage. Chacun est libre dans la République. Même si on ne diffame pas, si on n'insulte pas, si on ne dit pas les contre-vérités dans une certaine mesure, chacun est libre d'opiner, de donner son avis. Donc que les gens comprennent que oui, c'est la pluralité des opinions qui fait la démocratie, qui fait un pays. Allez, assez parlé des élections générales 2026, parlons d'élections, on va dire, corporatistes. Le matinal écrit ce matin, désignation des représentants des professionnels des médias à la acte 7e mandature, le corps électoral convoqué pour le 9 juin. Oui, je crois qu'on va renouveler ou donner mandat à nos représentants, que s'il doit continuer le mandat ou pas, ou bien est-ce qu'il faut renouveler leur mandat. Donc, c'est le sujet à l'ordre du jour qui était à l'ordre du jour entre la RAC et la Sénat hier. Oui, le mémorandum d'entente a été signé. Et donc, du coup, les professionnels des médias sont appelés aux urnes le 9 juin pour aller porter leur choix sur leur candidat. Et donc, oui, il y a un certain nombre de problèmes relevés par un certain courant de la presse béninoise, lesquels problèmes, pour eux, en fait, constitue un recul dans une certaine mesure. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut que les acteurs, les professionnels des médias s'entendent sur un minimum commun. Dans une certaine mesure, que les professionnels des médias ne donnent pas l'impression ou bien l'opportunité aux acteurs politiques de se moquer de nous. Parce que nous sommes là à nous prononcer sur la situation des politiques, à les dénoncer, à les critiquer, à la limite dans une certaine mesure. Et donc nous qui sommes observateurs et objecteurs de conscience à la limite, comment se fait-il que chez nous, on ne s'entend pas alors que nous sommes le 4e pouvoir. Donc j'insiste sur le fait qu'il va falloir qu'au-delà des égos, qu'au-delà des intérêts qu'on vise, que les gens crament la balle à terre au niveau de la corporation, que les gens s'entendent sur le minimum et que ces élections se passent dans le respect des autres, dans le respect dans la courtoisie, j'ai tenté de dire, pour que nous puissions avoir une presse respectée. Parce qu'à l'état actuel des choses,
la presse a perdu une certaine honorabilité. Nous sommes pratiquement à terre parce que nous avons donné l'occasion aux acteurs politiques à un moment donné de nous malmener. Et ils nous ont malmenés. Comme bon leur semble, ils font de nous ce qu'ils veulent. On nous envoie des miettes, on nous demande ce qu'on ne peut pas faire. Et on le fait contre notre dignité, on le fait contre notre conviction. Alors, est-ce que dans ces conditions, est-ce que demain, la presse va résister au temps? C'est autant de questionnements. J'insiste là-dessus, j'interpelle tous les candidats de tous les courants, que ce soit de l'audiovisuel, que ce soit de la presse écrite, que ce soit les techniciens, qui ramènent la balle à terre. Que les acteurs politiques ne voient pas les problèmes entre nous, mais qu'ils voient que nous leur donnons un exemple d'organisation des élections, que nous leur donnons un exemple de fair play, que nous leur donnons un exemple de tolérance dans tout ce que nous allons faire. Et je crois que ça va beaucoup impacter. Serez-vous candidat? Non, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat et je ne serai pas candidat. Certainement, j'aurai un candidat que je dois soutenir. Et d'ailleurs, j'ai un candidat que je dois soutenir. Ah, d'accord. Oui, que je soutiendrai. D'accord. Vous le direz de faire un tour au service commercial et de passer sur ce plateau pour... Vous savez que vous savez très bien que je suis des deux côtés maintenant. Oui. Je suis au niveau de l'audiovisuel, du côté de la presse écrite également. Oui. Donc, il se peut que je vire vers la presse écrite et que peut-être, si pour voter... Ah, vous avez une préférence? Écoutez, je suis journaliste du côté de la presse écrite, du côté de la presse audiovisuelle, sur la télévision. Il se peut que, en voulant peut-être prendre ma carte de presse, peut-être que vous ne savez pas ce que j'ai mis dedans. Ah, d'accord. Donc peut-être que j'ai déposé un dossier pour la presse écrite. Ah, quoique au niveau de la presse audiovisuelle, si vous devez avoir donné des preuves, tout le monde sait, connaît mes preuves, ça fait quand même 8 ans ici, pratiquement. Donc ce n'est pas ça, mais je dis j'ai un candidat, et puis en son temps, on dira, on verra bien. Ah, d'accord. Vivement que le meilleur, en tout cas celui qui est choisi par les électeurs, les journalistes passent. Allez, vous parlez de presse écrite, presse en ligne surtout, si je ne m'abuse. Allons en ligne justement, avec l'emblème du jour, commerce en ligne. Un paysage en bonne évolution, mais risquant. Oui, en fait, ceux qui font l'effort de vendre en ligne, il faut les féliciter. Il y a beaucoup de pertes pour certains parmi eux, parce qu'il y a des personnes de mauvaise foi dans une certaine mesure. Quand on va le livrer, ils disent OK, au livreur, OK, d'accord, votre frais, le frais de livraison, c'est combien il paye. Et puis il dit, bon, écoutez, je vais lui envoyer l'argent par Momo, et puis après, il disparaît. Voilà que vous l'avez rencontré juste à un carrefour ou bien devant un bureau, il vous dit que c'est un bureau, son bureau, alors qu'il était venu peut-être demander des renseignements dans un bureau là. Autant de choses. Donc il y a des pertes, mais il faut avouer qu'aujourd'hui, les ventes en ligne facilitent beaucoup de choses. Moi, ça fait un bon moment qu'il y a des choses que je n'achète. Je me déplace plus pour aller acheter des choses dans les supermarchés. Quand j'ai besoin de quelque chose, il me suffit seulement de prendre, comment vous appelez, mon portable, d'aller sur Google et de taper acheter tant, et puis je vais acheter tant, et puis ça me propose beaucoup de solutions et je contacte, que ce soit cravate, que ce soit parfois chaussures, ça, que ce soit chemise. Parfois, il y a beaucoup de choses que j'ai pu acheter, même des produits de santé à la limite, pas des produits pharmaceutiques pour autant, tandis que des produits à base de plantes et autres. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut acheter aujourd'hui en ligne. La seule chose qu'il faut faire, c'est de trouver un mécanisme pour encadrer le secteur, pour protéger ceux qui font cette activité. Il y a ceux-là qui proposent des trucs à vendre en ligne, qui vous demandent d'envoyer l'argent avant la livraison, et vous envoyez l'argent et vous n'avez jamais le produit. Ça, c'est les personnes de mauvaise foi. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il faut trouver la solution pour encadrer. En encadrant aujourd'hui, on peut mettre la main sur les prévues galeuses qui se retrouvent dans le secteur et permettre maintenant l'essor véritable de ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, ça règle beaucoup de problèmes. C'est devenu, on va dire quoi, une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. Vous savez, écoutez, vous devez aller à Tokpa pour acheter un produit. Vous devez prendre peut-être Tokpa 400 francs. Allez, en tout, ça fait 800 francs. Mais là aussi, c'est prendre en compte la chaleur s'il faut prendre dans les Tokpa. Si c'est une moto que vous prenez, vous avez votre moto ou même votre... Il y a un risque que vous prenez. Il y a les risques. Donc, vous êtes assis. Il y a le temps que vous passez aussi, voilà, pour faire le trajet, tout ça. Voilà, et pour aller même dans un restaurant, vous n'avez pas besoin d'aller dans un restaurant pour manger. Moi, je le dis toujours aux gens, parfois, j'ai eu de la peine à rentrer dans des restaurants où il y a du monde, m'asseoir pour manger, parce qu'il y a quelqu'un qui va te reconnaître, comme ça, les sujets que tu abordes sur le plateau, il faut aborder, que tu abordes ça sur le terrain. Et ça, moi, j'évite au maximum. Parfois, ça me dérange. Donc, du coup, je dis, mais parfois, pourquoi ne pas rester chez moi et commander à manger? Donc, tu commandes, on te livre, pourvu que tu connaisses le meilleur restaurant. Donc, tous ces trucs-là, je crois que c'est une avancée assez notable. Et il va falloir trouver un mécanisme pour encadrer et protéger les véritables acteurs qui sont dans ce secteur.
Allez, on en parlait subtilement hier, Laurent Roland Tonenquies, à la une du quotidien Fraternité, on peut lire ce matin, Stade général Mathieu Kérékou, déclassement imminent, agir avant les sanctions. Oui, agir avant les sanctions, mais agir quand, avec quoi et quels moyens? Parce que vous vous rappelez, dans ce pays, on a parlé des sièges de ce stade et quand les gens s'asseyent, après, tout le corps le gratte. Et puis après, personne n'en parle. Et il y a un certain nombre de choses, parce que j'ai pu voir la liste de ce qui serait reproché à ce stade, mais ce n'est pas aujourd'hui que les gens en parlent. D'accord? Comme le stade était flambant neuf, on venait à peine de le faire et que d'autres pays ont sollicité notre stade pour venir jouer à un moment donné, les gens ont plutôt fait de penser que bon, c'est fini les problèmes. Mais quand on a commencé par tirer sur la sonnette d'alarme dans une certaine mesure, les gens auraient pu comprendre en même temps pour faire vite, pour changer les choses, arranger les choses. Maintenant, ici, vous savez, quand il y a un problème, on se lance les responsabilités, c'est pas moi, c'est lui qui doit faire. Au finish, finalement, on a des problèmes. Ce qui fait que là, si le stade était déclassé, c'est que les matchs des guépards, bon, c'est parce qu'ils ne donnent pas de bons résultats, que j'ai du mal à accepter guépards. Donc, les guépards ne joueront pas les prochains matchs des éliminatoires au Bénin, ils seront obligés d'aller les jouer sur d'autres terrains. Vous savez très bien qu'au moins quand ils jouent ici, il y a le 12e homme quand même, le public qui les soutient dans une certaine mesure et qu'à défaut d'une victoire, au moins ils nous gratifient d'un match nul. Maintenant, quand on va délocaliser les matchs, ils vont jouer alors sur les terrains neutres. Connaissant un peu comment ça se passe, qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat? C'est autant de questionnements. Je pense que les autorités feraient mieux, Benoît Dato, le ministre en charge des sports, ferait mieux de rapidement prendre ses responsabilités, de régler ce problème-là et de changer les sièges également qui font partie des reproches qu'on fait au stade de l'amitié, stade général Mathieu Kérékou. On va finir par un mot de ce sujet. Message à son épouse à l'occasion du 8 mars. Joël Aïva, le moral d'acier. 8 mars, oui, c'est vrai qu'on a vu on va dire quoi, cette lettre justement du professeur Joël Aïva dans le cadre de la célébration du 8 mars. Oui, j'ai lu ce message adressé par Joël Aïva à son épouse. En le lisant, j'ai été profondément touché pour voir combien de fois une femme parfois devient, en tout cas, souffre parce que son mari à un moment donné a eu des ambitions. Et lesquelles ambitions ne sont pas malsaines quand même. C'est justement parce qu'il estimait qu'il pouvait aussi apporter quelque chose à ce pays. Et ça qui l'amène en difficulté. Et puis la femme doit subir ça. Et je crois qu'une fois, j'étais du côté de la prison civile de Cotonou où j'ai vu la femme arriver pour aller voir son mari. Je l'ai observé de loin. Et puis après, quand je vois ce que le monsieur écrit aujourd'hui, c'est rendre hommage à une dame qui a du courage. En fait, je ne sais pas comment je vais la qualifier. Moi, je pense que cette dame, aujourd'hui, a apporté beaucoup dans sa vie déjà de jeunesse. Après, il a même rappelé comment ils se sont rencontrés à Lyon. Donc, je crois que c'est des femmes à encourager. Au-delà de tout, ce n'est pas de l'argent, mais que d'autres femmes aillent au chevet de cette femme pour l'encourager, la soutenir dans une certaine mesure. Parce que vous imaginez une femme se réveille au milieu de la nuit, se retrouve sans son mari, entre ses enfants qui vont lui poser chaque fois des questions. Papa sort quand dans une certaine mesure. Imaginez le nombre de fois que parfois cette femme peut s'enfermer dans sa chambre à coucher, loin de ses enfants, en train de pleurer dans une certaine mesure. Imaginez le nombre de fois elle va rester là pour dire jusqu'à quand cette souffrance. Imaginez le nombre de fois elle va dire Seigneur, aide mon mari, sors-le de là. Et que peut-être la réponse de Dieu se fait attendre dans une certaine mesure parce que Dieu ne fonctionne pas comme nous. Je crois que c'est autant de choses. Imaginez le nombre de fois cette femme va s'asseoir et dire mon mari n'est pas un assassin, mon mari n'est pas un brigand. Mais parce qu'il a eu des ambitions à un moment donné, il s'est retrouvé dans une difficulté. Je crois que ça doit interpeller chacun de nous. Ça doit interpeller chacun de nous pour qu'on dise quels sont les modes, en tout cas, quels sont les comportements que nous avons. Qu'est-ce que nous faisons pour ne pas mettre en difficulté des gens qui n'ont rien à voir avec une telle ou telle situation dans cette mesure. Joël Aïva en difficulté aujourd'hui, c'est pas Joël qui est en difficulté. Ce sont ses petits-enfants qu'il a laissés. C'est son épouse.
Réki Amadougou en difficulté aujourd'hui, ce n'est pas elle, ce sont ses enfants. C'est sa mère qui, tous les jours, doit s'asseoir pour dire, ma fille, elle a été à l'école, elle a été ministre, je ne l'ai jamais vu dans un truc d'assassinat, je ne l'ai jamais vu dans un truc de terrorisme. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça arrive et qu'on la cite dedans? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je pense que ça conforte le fait qu'on dise que ceux qui sont en prison ne sont pas tous des brigands, ne sont pas tous des criminels. Il y a des gens qui, dans l'un ou l'autre des cas, ont eu, comme on le dit dans notre fond national, c'est le ACOBA, c'est-à-dire un danger qui vous arrive, une situation inconfortable qui vous arrive, qui vous amène à vous retrouver en prison. Et je voudrais interpeller le gouvernement en place pour dire, s'il y a possibilité de faire quelque chose, de le faire. Pas pour Joël Aïvo, pas pour Réki Amadougou, mais pour leurs enfants qui, depuis 2021, se posent mille et une questions pour dire pourquoi papa est encore là-bas, pourquoi maman est encore là-bas. Ce serait à l'actif de ceux-là qui ont la possibilité de faire quelque chose. Et je l'ai pris ce matin, de le faire. Parce que le faire, c'est éviter, comment vous appelez, les conflits pour l'avenir. Parce que vous imaginez, Joël Aïvo peut faire je crois qu'on lui a donné 10 ans. 10 ans. Et Réki a 20 ans. Mais Joël Aïvo peut faire les 10 ans pour sortir. Mais imaginez comment est-ce que les enfants de Joël Aïvo peuvent voir tous ceux-là qui ont contribué à mettre leur papa en prison. C'est que le problème restera là pour l'éternité. À moins que ceux-là, ces enfants, se mettent dessus de la mêlée et ont peut-être une crainte de Dieu ne veulent pas régler des comptes. Et il se peut que ce soit un jour le fils de Joël Aïvo qui se retrouve président de la République, même si son père ne l'était pas un jour, il se peut que ce soit son fils qui soit président de la République et qui, à un moment donné, en position de force, rappelle aux petits-enfants de telle ou telle personne qui ont contribué à mettre son père en prison. Écoutez, est-ce que vous vous souvenez de 2021? Donc, réglons les problèmes maintenant, pardonnons, passons à autre chose. Nous avons besoin de voir les Béninois, filles et fils du Bénin, autour d'une table discuter développement, plutôt que de continuer à discuter intrigue politique. Ce sera pour l'intérêt de tous. Merci à vous, Laurent Roland Toniques.